L'année 1218. Dans la ville d'Otrar, aux confins de l'Empire khwarizmien, un homme nommé Inalchuk prend la décision qui va transformer le cours de l'histoire mondiale. Gouverneur de cette cité prospère et oncle du puissant Shah Mohammed II, cet homme cupide observe une caravane de 450 marchands mongols qui arrivent dans sa ville. Leurs chameaux ploient sous le poids de l'or, de l'argent, des soies précieuses et des fourrures de zibeline. Ces richesses éveillent sa convoitise. Parmi ces marchands se trouve un ambassadeur personnel de Gengis Khan, porteur d'une proposition d'alliance commerciale entre l'empire mongol naissant et l'empire khwarizmien. Mais Inalchuk ne voit que les trésors transportés. Il accuse les marchands d'espionnage, les fait arrêter et exécuter sur le champ, s'appropriant toutes leurs richesses. Cette décision va déclencher l'une des campagnes militaires les plus destructrices de l'humanité. Car l'homme qu'Inalchuk vient d'offenser n'est pas un chef tribal ordinaire. Temujin, devenu Gengis Khan en 1206, a passé sa vie à unifier les tribus mongoles éparses sous sa bannière. Il a transformé ces nomades querelleurs en une machine de guerre redoutable qui vient de commencer la conquête de la Chine. Quand la nouvelle du massacre lui parvient dans les steppes mongoles, Gengis Khan suspend temporairement sa campagne contre la dynastie Jin. Malgré sa colère, il décide de donner une dernière chance au Shah Mohammed. Il envoie 3 ambassadeurs, 2 Mongols et un musulman. Leur mission consiste à demander que justice soit rendue et qu'Inalchuk soit livré pour être châtié selon ses crimes. La réponse du Shah dépasse toute mesure. Il fait décapiter l'ambassadeur musulman et renvoie sa tête avec les 2 autres émissaires dont il fait raser les barbes, une humiliation suprême dans la culture mongole. Cette insulte directe à Gengis Khan scelle le destin de l'empire khwarizmien. Le grand Khan rassemble immédiatement ses forces. Plus de 150 000 guerriers mongols se mettent en marche vers l'ouest, accompagnés d'ingénieurs chinois spécialistes du siège et d'une artillerie sophistiquée, comprenant des catapultes, des béliers et des machines de guerre révolutionnaires. Cette armée va révolutionner l'art de la guerre en combinant la mobilité nomade traditionnelle avec les techniques de siège les plus avancées de l'époque. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut saisir une particularité fondamentale de la religion mongole. Les Mongols pratiquent le tangrisme, culte ancestral qui vénère Tangri, le dieu du ciel éternel bleu, et Edge, l'esprit de la terre-mère. Selon leurs croyances millénaires, verser le sang d'un noble ou d'un membre de la royauté constitue un sacrilège qui offense directement ces divinités. Le sang sacré ne doit jamais souiller la terre, car cela provoque la colère des esprits et attire les malédictions sur tout le peuple. Cette conviction religieuse profonde a donné naissance à tout un arsenal de techniques d'exécution sans effusion de sang. Les Mongols ont développé des méthodes d'une créativité terrifiante pour éliminer leurs ennemis de haut rang tout en respectant leurs interdits spirituels. Paradoxalement, ces exécutions pieuses s'avèrent infiniment plus cruelles que les décapitations classiques. Ces techniques ne relèvent pas de la simple barbarie. Elles constituent un art complexe transmis de génération en génération, avec ses règles, ses traditions et ses innovations constantes. Chaque méthode correspond à un type spécifique d'offense et reflète le statut de la victime. Les Mongols distinguent soigneusement les traitements réservés aux empereurs, aux rois, aux nobles et aux traîtres. En décembre 1219, les armées mongoles atteignent Otrar. Contrairement à leur habitude d'offrir une reddition honorable, elles n'envoient aucun émissaire. Le message est clair, cette ville doit disparaître. Le siège commence dans un froid mordant qui transforme le combat en épreuve d'endurance autant que de stratégie. Inalchuk, retranché derrière ses murailles avec une garnison de 20 000 hommes, comprend que sa survie dépend de sa résistance. Il organise une défense acharnée, utilisant toutes les ressources de sa ville. Pendant 5 mois, Otrar résiste aux assauts répétés des Mongols. Les défenseurs font pleuvoir des flèches enflammées, déversent de l'huile bouillante et lancent des pierres massives sur les assaillants. Cette résistance prolongée irrite profondément Gengis Khan, habitué à des victoires plus rapides.
Mais elle permet aussi à ces ingénieurs chinois de tester de nouvelles techniques de siège. Ils construisent des tours d'assaut mobiles, creusent des tunnels sous les murailles et perfectionnent leurs catapultes pour projeter des projectiles incendiaires. En février 1220, un officier nommé Karacha, qui commande une partie de la garnison pour le compte du Shah, trahit sa propre ville. Écœuré par l'incompétence de Mohammed II et sentant que la cause est perdue, il ouvre secrètement une porte aux Mongols pendant la nuit. Les guerriers de Genghis se déversent dans Otrar comme un torrent de destruction méthodique. Le massacre qui suit obéit à des règles précises. Seuls 400 artisans qualifiés sont épargnés pour être déportés vers la Mongolie. Tous les autres habitants, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont systématiquement exécutés. Cette élimination totale ne résulte pas d'une frénésie sanguinaire, mais d'une décision calculée. Otrar doit servir d'exemple à toutes les villes qui oseraient résister aux Mongols. Inalchuk se replie dans la citadelle intérieure avec les derniers survivants de sa garde personnelle. Pendant encore un mois entier, il continue à résister avec un courage désespéré. Cet homme qui a déclenché une guerre par cupidité révèle une bravoure remarquable dans ses derniers moments. Il monte personnellement sur les remparts pour jeter des tuiles et des pierres sur ses assaillants, combattant jusqu'à ce que ces derniers gardes tombent autour de lui. Quand Inalchuk est finalement capturé vivant, Gengis Khan ordonne qu'on le lui amène. Le grand Khan a conçu personnellement le châtiment qui attend le gouverneur traître. Cette exécution va inaugurer une série de mises à mort spectaculaires qui marqueront toutes les conquêtes mongoles suivantes. Les bourreaux font chauffer de l'argent pur dans un creuset spécialement conçu jusqu'à ce que le métal devienne liquide et incandescent. Inalchuk est solidement maintenu par plusieurs hommes pendant qu'un bourreau expert lui verse lentement l'argent en fusion dans les yeux et les oreilles. Cette méthode d'une cruauté raffinée respecte scrupuleusement les interdits religieux. Aucune goutte de sang ne touche le sol, seul le métal liquide s'écoule de ses blessures. La symbolique de cette exécution dépasse la simple vengeance. Inalchuk, qui a assassiné les marchands mongols pour s'emparer de leurs richesses, meurt littéralement étouffé par l'argent qu'il convoitait. Cette justice poétique impressionne profondément tous les témoins et contribue à forger la réputation terrifiante des Mongols. L'agonie d'Inalchuk dure plusieurs minutes. Le métal fondu détruit instantanément ses yeux et pénètre profondément dans son crâne par les conduits auditifs. Mais la mort ne vient qu'après une phase d'atroce souffrance pendant laquelle le gouverneur se convulse en émettant des sons inhumains. Les soldats mongols observent ce spectacle avec une satisfaction mêlée de respect religieux. Cette première exécution spectaculaire inspire immédiatement de nouvelles innovations. Les artisans mongols, stimulés par l'exemple de leur khan, commencent à développer d'autres méthodes sophistiquées. C'est ainsi que naît la technique qui va devenir la signature des exécutions mongoles, l'étranglement par corde de soie. Cette innovation combine l'efficacité pratique avec l'élégance symbolique. La soie, matériau le plus précieux et le plus délicat connu à l'époque, se transforme en instrument de mort d'une ironie parfaite. Les premières cordes sont tressées dans la soie pure, mais les artisans expérimentent rapidement avec des mélanges incorporant des fils d'or, d'argent et même des cheveux de femmes nobles. La technique elle-même demande une expertise considérable. Le bourreau passe la corde autour du cou du condamné en formant un nœud coulant spécial qui permet un contrôle précis de la pression. Contrairement à la pendaison brutale qui brise les vertèbres cervicales, l'étranglement à la soie comprime progressivement la trachée et les artères carotides. Ce processus offre plusieurs avantages aux yeux des Mongols. Ils ne versent absolument aucune goutte de sang, respectant parfaitement leurs tabous religieux. Il permet un contrôle total du rythme de la mort. Le bourreau peut relâcher temporairement la pression, laisser le condamné reprendre conscience, puis resserrer selon les instructions reçues. Cette maîtrise technique transforme l'exécution en art martial avec ses propres règles et traditions. Après la chute d'Otrar, l'armée mongole se divise en plusieurs corps
pour attaquer simultanément toutes les grandes villes de l'Empire khwarizmien. Samarcande tombe après seulement 5 jours de siège. Boukhara capitule sans combat, ses dirigeants ayant été terrorisés par les récits de ce qui s'est passé à Otrar. Chaque conquête apporte son lot de nobles capturés qui vont expérimenter ces nouvelles méthodes d'exécution. Le roi de Samarcande devient la première victime officielle des cordes de soie. Son exécution, organisée devant toute sa cour survivante, inaugure un protocole cérémoniel qui va se répéter dans tout l'Empire. Le roi est revêtu de ses plus beaux atours, robe de soie brodée d'or, couronne sertie de pierres précieuses, bijoux traditionnels. Cette mise en scène n'est pas gratuite. Elle souligne que même dans la mort, le statut royal est reconnu et respecté selon les codes mongols. Le condamné conserve sa dignité jusqu'au dernier moment. La corde utilisée pour cette première exécution royale devient immédiatement légendaire. Tressée dans la soie dorée la plus fine, ornée de perles rares et imprégnée d'encens précieux, elle transforme la mise à mort en œuvre d'art. Le bourreau procède avec une lenteur délibérée, chaque geste étant calculé pour maximiser l'impact sur les spectateurs. L'agonie du roi dure exactement 20 minutes. Le bourreau desserre et resserre alternativement la corde, permettant plusieurs reprises de conscience qui prolongent le supplice tout en maintenant le condamné dans un état de terreur maximale. Cette alternance de suffocation et de répit devient rapidement la signature des exécutions mongoles de haut niveau. Le succès de cette première exécution royale stimule la créativité des bourreaux mongols. Ils commencent à expérimenter avec différents types de nœuds, diverses techniques de tressage et des matériaux variés. Certaines cordes incorporent des fils de métaux précieux qui changent de couleur sous l'effet de la tension. D'autres sont imprégnés de parfums rares qui créent une expérience sensorielle complexe. La mort du roi de Merv, quelques semaines plus tard, marque une nouvelle étape dans cette évolution technique. Pour cette exécution, les artisans créent une corde unique mêlant soie, or, argent et même des fragments de pierres précieuses broyées. Cette innovation technique permet de créer des effets visuels saisissants. La corde scintille et change d'aspect selon l'éclairage. Mais c'est surtout la dimension psychologique qui fascine les Mongols. Ils découvrent que l'annonce du type de corde qui sera utilisée influence profondément le comportement des condamnés. Certains nobles supplient qu'on utilise une corde simple plutôt qu'une corde ornementée, pensant que cela leur évitera des souffrances supplémentaires. Cette croyance erronée amuse beaucoup les bourreaux mongols. Les femmes nobles ne sont pas épargnées, mais leurs exécutions suivent des protocoles différents adaptés à leur statut particulier. Elles sont généralement étranglées avec des voiles de soie brodées plutôt qu'avec des cordes. Cette différenciation selon le sexe montre que même dans leurs pratiques les plus cruelles, les Mongols maintiennent certaines conventions sociales héritées de leurs traditions nomades. Au fil des mois, les bourreaux mongols développent une véritable expertise scientifique dans l'art de l'étranglement. Ils étudient l'anatomie humaine pour comprendre précisément les mécanismes de la suffocation. Ils apprennent à distinguer les différents types de compression, blocage de la trachée, compression des artères carotides ou combinaison des deux pour obtenir des effets spécifiques. Cette recherche mène à la création de cordes spécialisées pour chaque type d'étranglement. Les cordes à compression trachéale sont plus rigides et maintiennent leur forme même sous forte tension. Les cordes à compression artérielle sont plus souples et s'adaptent mieux au contour du cou. Les cordes mixtes combinent différents matériaux pour permettre les deux types de compression selon la volonté du bourreau. Les bourreaux apprennent aussi à identifier les signes physiologiques qui indiquent l'approche de la mort. Ils savent reconnaître le moment exact où il faut relâcher la pression pour maintenir le condamné conscient, et celui où il faut resserrer pour provoquer la syncope. Cette maîtrise technique leur permet de prolonger l'agonie pendant des heures si nécessaire. Certains bourreaux deviennent de véritables virtuoses, capables de faire perdre et reprendre connaissance aux condamnés un nombre précis de fois.
Cette expertise se transmet de maître à disciple selon des méthodes rigoureuses. Les meilleurs bourreaux sont réservés aux exécutions les plus importantes et jouissent d'un statut particulier dans la hiérarchie mongole. Après la destruction complète de l'Empire khwarizmien en 1221, les armées mongoles se dispersent vers de nouveaux théâtres d'opération. Chaque campagne exporte ses techniques d'exécution vers de nouvelles régions où elles s'adaptent aux cultures locales tout en conservant leurs caractéristiques fondamentales. En Chine, les généraux mongols découvrent que les lettrés confucéens accordent une importance majeure à l'intégrité physique du corps après la mort. Ils adaptent leurs méthodes pour répondre à cette sensibilité particulière. Ils développent des techniques d'étouffement qui ne laissent aucune marque visible externe, permettant aux familles de récupérer des dépouilles apparemment intactes pour les funérailles rituelles. En Europe orientale, face aux chevaliers chrétiens et aux princes orthodoxes, les Mongols inventent de nouvelles variantes symboliques. Certains nobles sont noyés dans des cuves remplies de vin béni. D'autres sont étouffés avec des coussins de velours ornés de croix d'or. Ces adaptations montrent que les Mongols comprennent parfaitement l'importance des symboles religieux dans les sociétés qu'ils conquièrent. La bataille de la Khalkha en 1223 fournit l'occasion d'une démonstration particulièrement spectaculaire. Les princes russes capturés, menés par Mstislav de Kiev, subissent une exécution collective d'un genre inédit. Les Mongols les font étendre sur le sol, puis construisent au-dessus d'eux une immense plateforme en bois. Les généraux mongols organisent ensuite un banquet de victoire sur cette estrade improvisée. Cette exécution collective révèle une dimension nouvelle de la cruauté mongole, la théâtralisation de la mort. Pendant que les généraux festoient, mangent des viandes rôties et boivent du koumis fermenté, les princes russes agonisent lentement sous le poids de la plateforme. Cette mise en scène transforme la mort en spectacle social, où se mélangent célébration de la victoire et humiliation des vaincus. L'agonie des princes dure plusieurs heures. Le poids de la plateforme et des convives comprime progressivement leur poitrine, rendant la respiration de plus en plus difficile. Mais la mort ne vient qu'après une phase prolongée de suffocation progressive. Les témoins rapportent que les cris et les gémissements des mourants se mêlent aux rires et aux chants des Mongols, créant une cacophonie terrifiante. Cette exécution marque un tournant dans l'évolution des méthodes mongoles. Elle montre que celles-ci ne se limitent plus à la simple élimination des ennemis, mais deviennent des instruments de guerre psychologiques sophistiqués. L'impact de cette mise à mort collective se répand rapidement dans toute l'Europe orientale, contribuant à forger la légende terrifiante des Mongols. Les survivants de cette campagne rapportent dans leurs chroniques des détails saisissants sur cette exécution. Ils décrivent comment certains princes ont tenté de négocier leur libération en promettant des rançons énormes et comment les Mongols ont répondu en alourdissant encore la plateforme. Ces témoignages révèlent que les Mongols utilisent délibérément la prolongation de l'agonie comme moyen de pression psychologique. Quand Gengis Khan meurt en 1227, ses fils et successeurs héritent de ces techniques et continuent à les développer selon leur goût personnel. Ögedei Khan, qui règne de 1229 à 1241, se montre particulièrement inventif dans ce domaine. Il fait créer des cordes ornées de motifs décoratifs complexes qui racontent l'histoire des crimes du condamné. Sous son règne apparaissent les premières cordes narratives où des artisans intègrent des symboles et des images dans le tressage lui-même. Ces œuvres d'art morbides transforment l'instrument d'exécution en livre d'histoire visible. Une corde peut ainsi raconter les trahisons d'un noble, ses alliances brisées ou ses crimes contre l'Empire mongol. Möngke Khan, qui accède au pouvoir en 1251, perfectionne encore ses techniques en y ajoutant une dimension musicale. Il fait créer des cordes qui émettent des sons différents selon la tension appliquée. Cette innovation permet au bourreau de créer de véritables mélodies pendant l'exécution, transformant la mort en performance artistique complète. Le petit-fils le plus célèbre de Gengis,
Kublai Khan, qui règne sur la Chine à partir de 1260, adapte ses méthodes aux traditions chinoises. Il fait développer des techniques qui intègrent les concepts de feng shui et d'harmonie cosmique. Certaines exécutions sont organisées selon des calendriers astrologiques précis pour maximiser leur impact spirituel. Face à ces pratiques, les sociétés conquises tentent de développer diverses stratégies de résistance. Certains nobles se font accompagner en permanence de médecins porteurs de poisons rapides, prêts à leur donner une mort instantanée en cas de capture. D'autres portent des dagues dissimulées pour se suicider avant d'être pris vivants. Ces précautions obligent les Mongols à perfectionner leur technique de capture. Ils apprennent à identifier les signes révélateurs des tentatives de suicide et développent des méthodes pour neutraliser rapidement ces efforts. Ils utilisent des drogues paralysantes, des techniques de combat spécialisées et même des filets spéciaux pour capturer leur proie sans leur laisser le temps de se donner la mort. Certaines cours royales tentent de négocier à l'avance les conditions de leur reddition, en incluant des clauses sur le type d'exécution qui sera appliqué en cas de défaite. Ces tentatives de marchandage diplomatique amusent généralement les commandants mongols, qui acceptent parfois de discuter pour mieux tromper leurs interlocuteurs. Les religions locales s'adaptent aussi à cette nouvelle réalité. Des prêtres développent de nouveaux rituels de préparation à la mort, censés protéger l'âme du défunt, malgré les souffrances de son corps. Ces innovations religieuses témoignent de l'impact profond des méthodes mongoles sur les mentalités de l'époque. Au fur et à mesure que l'empire mongol s'étend, ses dirigeants développent une véritable industrie de la mort sophistiquée. Des ateliers spécialisés produisent les cordes d'exécution selon des standards précis. Des écoles forment les bourreaux aux techniques les plus avancées. Des manuels techniques codifient les méthodes selon le rang des victimes et la nature de leurs crimes. Cette standardisation permet d'assurer une qualité constante des exécutions dans tout l'Empire. Qu'un noble soit capturé à Pékin, Bagdad ou Kiev, il peut s'attendre à subir exactement le même type de traitement. Cette uniformité renforce l'effet de terreur en rendant les méthodes mongoles parfaitement prévisibles. Les ateliers de production développent des techniques industrielles pour le tressage des cordes. Ils utilisent des métiers à tisser adaptés, des teintures spéciales résistantes au sang et à la sueur, et des procédés de finition qui garantissent la solidité des cordes même sous forte tension. Cette approche technique transforme la fabrication d'instruments de mort en véritable artisanat d'art. La formation des bourreaux suit aussi des méthodes standardisées. Les apprentis commencent par s'exercer sur des mannequins, puis sur des condamnés de rang inférieur avant d'être autorisés à exécuter des nobles. Cette progression garantit que seuls les bourreaux les plus expérimentés s'occupent des exécutions importantes. Ces pratiques transforment profondément l'équilibre psychologique des sociétés conquises. Dans les territoires soumis aux Mongols, se développe une culture de la soumission absolue fondée sur la terreur des châtiments. Les nobles locaux, qui conservent leurs privilèges sous domination mongole, vivent dans l'angoisse permanente de commettre une erreur fatale. Cette peur chronique modifie les comportements sociaux à tous les niveaux. Les cours royales, autrefois brillantes, deviennent des lieux de silence et de méfiance mutuelle. Les traditions de résistance et de rébellion s'étiolent face à la perspective de ces supplices raffinés. L'empire mongol se maintient autant par cette terreur psychologique que par sa supériorité militaire. Les chroniqueurs de l'époque témoignent de cette atmosphère oppressante. Ils racontent comment de simples rumeurs sur des exécutions dans des provinces lointaines suffisent à maintenir l'ordre dans leur propre région. La réputation des méthodes mongoles précède leurs armées et facilite considérablement leur conquête. Cette guerre psychologique atteint son apogée avec les récits d'exécutions qui circulent de bouche à oreille, s'amplifiant et se déformant au passage. Ces légendes, souvent plus terrifiantes que la réalité, contribuent à l'effet dissuasif recherché par les Mongols. La simple évocation de leur nom suffit parfois à faire capituler des villes entières. Vers la fin du XIIIe siècle, les techniques mongoles d'exécution atteignent leur apogée artistique.
Les bourreaux maîtrisent parfaitement tous les aspects de leur art. Choix des matériaux, techniques de tressage, méthodes d'application, rituels d'accompagnement. Ils développent même des variantes régionales qui tiennent compte des spécificités culturelles locales. Les cordes de cette période finale sont de véritables œuvres d'art. Certaines incorporent des motifs géométriques complexes inspirés de l'art islamique. D'autres reproduisent des scènes de chasse traditionnelles mongoles. Les plus sophistiqués racontent des histoires complètes à travers leurs dessins, transformant l'instrument de mort en support narratif. La ritualisation atteint aussi son niveau maximum. Chaque exécution importante suit désormais un protocole cérémoniel précis qui peut durer plusieurs heures. Ces rituels incluent des prières mongoles traditionnelles, des chants épiques, des danses symboliques et même des représentations théâtrales. La mort du condamné ne constitue plus que le point culminant d'une performance artistique globale. Cette sophistication extrême marque paradoxalement le début du déclin de ces pratiques. Plus l'empire mongol se sédentarise et s'intègre aux civilisations conquises, moins ses dirigeants ressentent le besoin de maintenir ces démonstrations de force. Les méthodes d'exécution se simplifient progressivement, perdant leur caractère spectaculaire original. Quand l'empire mongol unifié se fragmente au XIVe siècle, ces techniques d'exécution survivent dans certaines de ses composantes. L'Ilkhanat de Perse continue à les utiliser jusqu'à sa chute en 1335. La dynastie Yuan en Chine les adapte aux traditions chinoises jusqu'à son renversement en 1368. Même l'Empire ottoman hérite de certaines de ces méthodes par l'intermédiaire des traditions turco-mongoles. Ces survivances partielles témoignent de l'impact durable des innovations mongoles sur les cultures qu'elles ont touchées. Dans certaines régions d'Asie centrale, des traditions d'exécution sans effusion de sang persistent sporadiquement jusqu'au XXe siècle. Elles gardent la trace de l'influence profonde des méthodes de Gengis Khan sur les mentalités locales. L'influence de ces techniques dépasse le cadre strict des exécutions. Elles inspirent des méthodes de torture et d'interrogatoire qui se transmettent de génération en génération. L'idée de transformer les symboles de richesse et de pouvoir en instruments de souffrance trouve des échos dans de nombreuses cultures postérieures. Les arts narratifs s'emparent aussi de ces thèmes. La littérature persane, les chroniques arabes, les légendes chinoises intègrent ces histoires d'exécution, raffinées dans leurs récits épiques. Ces œuvres contribuent à perpétuer la mémoire de ces pratiques bien au-delà de leur disparition effective. Ces pratiques marquent durablement la mémoire collective des peuples qui les ont subies. Dans le folklore persan, les contes populaires évoquent encore les cordes de soie dorées qui étranglaient les rois rebelles. Les légendes chinoises racontent les bourreaux mongols capables de donner la mort sans verser une goutte de sang. Les chroniques russes perpétuent le souvenir des princesses écrasées sous les plateformes de banquets. Cette persistance mémorielle révèle l'impact psychologique profond de ces méthodes. Elles ont créé un traumatisme collectif qui se transmet à travers les siècles, influençant la perception des Mongols bien au-delà de la réalité historique. Gengis Khan devient dans l'imaginaire populaire non seulement un conquérant, mais l'inventeur d'un art de tuer particulièrement sophistiqué. Les représentations artistiques perpétuent cette mémoire. Les miniatures persanes du XIVe siècle montrent des scènes d'exécution où les cordes de soie occupent une place centrale. Les sculptures chinoises intègrent parfois des allusions discrètes à ces pratiques. Même l'art européen médiéval, pourtant éloigné géographiquement, s'inspire parfois de ces thèmes exotiques. Cette transmission culturelle explique pourquoi, aujourd'hui encore, l'évocation de Gengis Khan suscite des images de cruauté raffinée. Les cordes de soie sont devenues indissociables de sa légende, au même titre que ses conquêtes militaires ou ses innovations administratives. Les historiens modernes analysent ces pratiques dans leur contexte historique et culturel. Ils soulignent que cette sophistication de la cruauté n'est pas spécifiquement mongole, mais caractérise de nombreuses civilisations à certaines périodes de leur développement. L'originalité mongole
réside plutôt dans la systématisation et la diffusion géographique de ces méthodes. Cette approche scientifique permet de dépasser les jugements moraux anachroniques pour comprendre la logique interne de ces pratiques. Les exécutions sophistiquées répondent à des besoins précis: maintien de l'ordre social, démonstration de puissance, respect des contraintes religieuses, impression psychologique sur les populations. L'étude comparative révèle aussi que d'autres civilisations ont développé des méthodes similaires. L'Empire romain utilisait la crucifixion, forme d'exécution lente et spectaculaire. Les Aztèques pratiquaient l'arrachage du cœur selon des rituels complexes. Les Mongols se distinguent par leur capacité à transformer ces pratiques en systèmes cohérents applicables à l'échelle d'un empire continental. Les sources historiques contemporaines fournissent des témoignages directs sur ces pratiques. Le chroniqueur persan Juvaini, qui a servi l'administration mongole, décrit avec précision plusieurs exécutions auxquelles il a assisté. Ces récits, dépourvus de jugements moraux, constituent une source précieuse pour comprendre le déroulement exact de ces cérémonies. Rachid al-Din, historien officiel de l'Ilkhanat au début du XIVe siècle, consacre plusieurs chapitres de son œuvre monumentale aux techniques d'exécution mongoles. Il analyse leurs aspects religieux, techniques et politiques avec la rigueur d'un observateur scientifique. Ces descriptions détaillées permettent de reconstituer fidèlement ces pratiques. Marco Polo, qui a séjourné à la cour de Kublai Khan entre 1275 et 1292, rapporte plusieurs anecdotes sur les exécutions qu'il a observées. Son regard d'Européen apporte une perspective extérieure particulièrement éclairante sur ces pratiques qui lui semblent à la fois fascinantes et terrifiantes. Ces témoignages convergent sur plusieurs points essentiels. Tous soulignent la dimension religieuse de ces exécutions, leur caractère spectaculaire et leur efficacité politique. Ils révèlent aussi que ces pratiques ne choquaient pas particulièrement les contemporains, habités à d'autres formes de cruauté dans leur propre société. L'analyse des sources révèle une évolution technologique constante dans la fabrication des instruments d'exécution. Les premières cordes mongoles, fabriquées dans les années 1220, restent relativement simples, soit pur tressées selon des techniques nomades traditionnelles. Mais dès 1230, les artisans intègrent des innovations chinoises qui améliorent considérablement leur résistance et leur durabilité. L'incorporation de fils métalliques transforme radicalement les propriétés de ces cordes. L'or et l'argent ne servent pas seulement à la décoration, ils modifient la texture du tressage et créent des effets de friction spécifiques. Ces innovations techniques permettent aux bourreaux d'exercer un contrôle plus précis sur la pression appliquée. Les teintures utilisées évoluent aussi significativement. Les premières cordes gardent la couleur naturelle de la soie, mais les artisans développent rapidement des procédés de coloration sophistiqués. Chaque couleur acquiert une signification symbolique: rouge pour les traîtres, bleu pour les rois, violet pour les empereurs, noir pour les sorciers. Cette sophistication technique atteint son apogée vers 1280, sous le règne de Kublai Khan. Les ateliers impériaux produisent alors des cordes d'une complexité extraordinaire, incorporant jusqu'à 12 types de fibres différentes dans un seul instrument. Ces chefs-d'œuvre de l'artisanat morbide nécessitent plusieurs mois de travail et coûtent une fortune. L'expansion de l'Empire mongol entraîne une diversification géographique des techniques d'exécution. Chaque région développe ses propres variantes, adaptées aux conditions locales et aux sensibilités culturelles particulières. Cette décentralisation créative enrichit considérablement l'arsenal des méthodes mongoles. En Perse, les bourreaux intègrent des éléments de la tradition zoroastrienne. Ils développent des techniques qui utilisent les 4 éléments sacrés: terre, eau, feu et air. Certaines exécutions combinent l'étranglement avec l'enfouissement partiel, d'autres avec l'exposition à des fumées toxiques. Ces innovations respectent les croyances locales tout en maintenant l'efficacité recherchée. En Chine, l'influence confucéenne se manifeste par un souci accru de l'harmonie esthétique.
Les bourreaux chinois perfectionnent l'aspect visuel des exécutions, créant de véritables tableaux vivants où chaque élément contribue à l'effet d'ensemble. Les cordes deviennent des accessoires décoratifs autant que des instruments pratiques. En Russie, les techniques s'adaptent au climat rigoureux. Les bourreaux utilisent le froid comme allié, développant des méthodes qui tirent parti des conditions hivernales. Certaines exécutions ont lieu en plein air par des températures extrêmes, ajoutant l'hypothermie aux souffrances de l'étranglement. Au Moyen-Orient, l'influence islamique se traduit par une attention particulière aux aspects rituels. Les bourreaux intègrent des éléments de purification religieuse dans leurs cérémonies, transformant l'exécution en acte quasi mystique. Ces adaptations facilitent l'acceptation de ces pratiques par les populations locales. Ces pratiques influencent profondément la production artistique de l'époque. Les artistes de tout l'empire mongol s'inspirent de ces thèmes pour créer des œuvres qui mêlent fascination esthétique et terreur sacrée. Cette production artistique contribue à diffuser et à perpétuer la mémoire de ces techniques. La poésie persane du XIIIe siècle intègre de nombreuses références aux cordes de soie. Les poètes utilisent ces images comme métaphores de la fragilité de la vie et de l'imprévisibilité du destin. Ces références deviennent des topoi littéraires qui se transmettent de génération en génération. L'art décoratif s'empare aussi de ces motifs. Les tapis persans de cette époque reproduisent parfois des motifs inspirés du tressage des cordes d'exécution. Les céramiques chinoises intègrent des représentations stylisées de ces instruments. Même l'orfèvrerie reprend ces thèmes dans ses créations les plus raffinées. Cette esthétisation de la violence révèle un aspect troublant de la sensibilité médiévale. La beauté et la cruauté ne s'excluent pas mutuellement, mais peuvent au contraire se renforcer pour créer des émotions particulièrement intenses. Cette synthèse esthétique caractérise l'art de la période mongole. Face à ces pratiques, certains intellectuels de l'époque développent des réflexions critiques qui préfigurent les débats modernes sur la cruauté et la civilisation. Ces penseurs, souvent protégés par leur statut de conseiller ou de traducteur, osent questionner la légitimité de ces méthodes. Le philosophe persane Nasir al-Din Tusi, qui vit à la cour de Hulagu Khan, développe une théorie de la justice qui critique implicitement ces excès. Sans attaquer directement les pratiques mongoles, il élabore un système éthique qui privilégie la proportionnalité des châtiments et la modération dans l'exercice du pouvoir. En Chine, certains lettrés confucéens tentent d'influencer leur maître mongol vers plus de clémence. Ils utilisent les classiques chinois pour démontrer que la cruauté excessive nuit à l'efficacité gouvernementale. Cette approche pragmatique obtient parfois des résultats, notamment sous Kublai Khan qui se montre plus sensible aux arguments rationnels. Ses résistances intellectuelles restent limitées et prudentes, mais elles témoignent d'une prise de conscience des enjeux éthiques posés par ces pratiques. Elles préparent les évolutions ultérieures qui conduiront à l'abandon progressif de ces méthodes. L'étude des sources révèle l'existence d'un véritable système de transmission des connaissances techniques liées à ces exécutions. Ce savoir-faire se transmet selon des méthodes rigoureuses qui garantissent sa préservation et son amélioration constante. Les maîtres bourreaux établissent de véritables lignées professionnelles, transmettant leurs techniques à des disciples choisis. Cette transmission se fait par compagnonnage. L'apprenti accompagne son maître pendant plusieurs années, observant et pratiquant sous sa supervision. Cette méthode garantit la qualité et la continuité des traditions. Des manuels techniques circulent aussi dans les cercles spécialisés. Ces documents, rédigés en mongol ancien et en chinois, codifient les méthodes selon des critères précis. Ils décrivent les matériaux, les techniques de fabrication, les méthodes d'application et même les formules rituelles à prononcer pendant les exécutions. Cette documentation révèle un niveau de sophistication remarquable. Les auteurs, analysant les avantages et inconvénients de chaque méthode, proposent des améliorations techniques et discutent des adaptations nécessaires selon les contextes.
Cette approche scientifique transforme l'art de tuer en véritable discipline intellectuelle. Ces pratiques génèrent une économie spécialisée qui emploie de nombreux artisans et fournisseurs. La fabrication des cordes d'exécution devient un secteur d'activité à part entière, avec ses propres corporations et ses réseaux commerciaux. Cette industrialisation révèle l'ampleur du phénomène. Les éleveurs de vers à soie adaptent leur production aux besoins spécifiques des bourreaux. Ils sélectionnent des variétés qui produisent des fils particulièrement résistants et réguliers. Certaines régions se spécialisent dans cette production, exportant leur soie dans tout l'empire mongol. Les orfèvres développent des techniques spéciales pour intégrer les métaux précieux dans le tressage. Ils créent des fils d'or et d'argent aux propriétés mécaniques adaptées aux contraintes de l'étranglement. Ces innovations techniques trouvent ensuite des applications dans d'autres domaines de l'artisanat de luxe. Les marchands organisent des circuits commerciaux complexes pour approvisionner les différents centres de production. Ils transportent les matières premières rares, distribuent les produits finis et maintiennent les communications entre les ateliers dispersés. Cette activité commerciale contribue à l'intégration économique de l'Empire. L'ampleur de ces exécutions a des conséquences démographiques mesurables, particulièrement dans les couches supérieures des sociétés conquises. Les élites traditionnelles subissent des saignées importantes qui modifient durablement les structures sociales locales. En Perse, les familles nobles qui dirigeaient le pays depuis des siècles sont largement décimées. Cette élimination systématique permet aux Mongols d'installer leurs propres collaborateurs et de remodeler entièrement l'ordre social. Les survivants, terrorisés, acceptent sans résistance les nouvelles hiérarchies. En Chine du Nord, la noblesse Jin subit le même sort. Les grandes familles, qui monopolisèrent le pouvoir depuis des générations, disparaissent en quelques années. Cette révolution sociale, brutale mais efficace, facilite l'intégration de ces territoires dans l'empire mongol. Ces transformations démographiques ont des effets durables sur l'évolution culturelle de ces régions. L'élimination des élites traditionnelles brise les continuités culturelles et ouvre la voie à de nouvelles synthèses civilisationnelles. L'Empire mongol profite de cette table rase pour imposer ses propres valeurs et institutions. Paradoxalement, la sophistication extrême de ces techniques finit par contribuer à leur abandon progressif. Plus les méthodes deviennent complexes et coûteuses, moins elles paraissent efficaces aux dirigeants mongols soucieux de pragmatisme. Cette évolution s'amorce dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Kublai Khan, influencé par les conseillers chinois, commence à privilégier des méthodes d'exécution plus simples et plus discrètes. Il comprend que la terreur excessive peut nuire à la stabilité de son empire en poussant ses sujets à la révolte désespérée. Cette modération relative annonce les évolutions ultérieures. En Perse, les Ilkhan adoptent progressivement les méthodes islamiques traditionnelles, moins spectaculaires mais plus acceptables pour leur population. Cette adaptation pragmatique facilite leur intégration dans le monde musulman et renforce leur légitimité locale. Cette évolution vers la modération ne signifie pas la disparition totale de ces pratiques, mais leur marginalisation progressive. Elles subsistent pour les cas les plus graves, mais cessent d'être la norme pour toutes les exécutions de nobles. Cette transformation marque la maturation politique de l'Empire mongol. L'étude de ces pratiques historiques éclaire certains aspects troublants de la nature humaine. Elle révèle comment des sociétés sophistiquées peuvent développer des formes extrêmes de cruauté tout en conservant d'autres aspects remarquables de civilisation. Cette coexistence paradoxale interpelle notre époque. Les psychologues modernes analysent ces phénomènes pour comprendre les mécanismes de la déshumanisation. Ils montrent comment des individus ordinaires peuvent participer à des actes atroces quand ceux-ci sont intégrés dans un système idéologique cohérent. Les bourreaux mongols n'étaient pas des monstres, mais des artisans qui exerçaient leur métier selon les normes de leur époque. Les historiens soulignent aussi l'importance du contexte culturel dans l'évaluation de ces pratiques. Ce qui nous paraît aujourd'hui intolérable était alors perçu comme normal, voire nécessaire. Cette relativité historique ne justifie pas ces actes,
mais aide à les comprendre dans leur contexte. Cette compréhension historique peut contribuer à prévenir la répétition de tels excès. En analysant les mécanismes qui ont permis le développement de ces pratiques, nous pouvons mieux identifier les signaux d'alarme qui annoncent des dérives similaires dans d'autres contextes. L'histoire de Gengis Khan et de ses cordes de soie nous rappelle que la civilisation demeure toujours fragile. Elle peut basculer rapidement vers la barbarie quand les circonstances s'y prêtent et que les garde-fous moraux s'effondrent. Cette leçon garde toute sa pertinence dans notre monde contemporain. La sophistication technique et esthétique de ces méthodes d'exécution révèlent une vérité dérangeante. L'art et la cruauté peuvent se nourrir mutuellement pour créer des formes inédites de violence. Cette synthèse morbide caractérise certaines périodes de l'histoire humaine et mérite une attention particulière. L'exemple mongol montre aussi comment des innovations dans le domaine de la violence peuvent se diffuser rapidement et influencer durablement les pratiques humaines. Les techniques développées sous Gengis Khan ont marqué l'histoire de l'Eurasie pendant des siècles, témoignant de leur efficacité redoutable. Aujourd'hui, quand nous évoquons Gengis Khan, ces images de cordes de soie et d'exécutions raffinées surgissent spontanément. Elles font partie intégrante de sa légende, au même titre que ses conquêtes militaires ou ses innovations administratives. Cette persistance mémorielle témoigne de l'impact profond de ces pratiques sur l'imaginaire humain. L'histoire d'Inalchuk, ce gouverneur cupide dont l'erreur a déclenché une révolution dans l'art de donner la mort, résume parfaitement cette époque troublante. Un acte de cupidité, une cascade d'erreurs diplomatiques, et c'est tout un système de cruauté sophistiquée qui se met en place, marquant à jamais l'histoire de l'humanité.